Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une année à la ferme, le nouveau format de court-circuit. Pour ce deuxième épisode, j'ai rendez-vous à Trévereau pour une journée de moisson de sarrasin. J'ai accompagné Régis dans la moissonneuse-batteuse et nous en avons profité pour parler des terres agricoles et de son métier en général. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Est-ce que tu peux un peu décrire l'endroit où on est Ouais, c'est un cadre assez bocagé. Donc on est dans une vallée qui est assez large. Nous, on est sur le versant sud de la vallée. Et en face de nous, on voit quand même beaucoup de haies encore, beaucoup d'arbres. Et depuis qu'on s'est installé, on œuvre aussi à continuer à façonner ce paysage bocager en replantant des haies. Donc en fait, c'est un peu la continuité, la suite de après le remembrement, où il y a eu un gros remembrement sur la ferme. Quand nous on est arrivé, il y avait déjà eu des replantations de haies, mais avant ça, il n'y avait plus d'arbres sur la ferme, quoi. C'était vraiment tout ouvert, quoi. Mais malgré tout, il faut aussi comprendre que nous on a pu planter des arbres de façon très différente de ce qui existait avant le remembrement. Donc c'est comme souvent, c'est un peu plus complexe que de dire voilà, le remembrement c'était une catastrophe, c'est vrai, mais il y avait des nécessités aussi à restructurer les fermes. En fait, nous on n'aurait pas pu pratiquer l'agriculture qu'on pratique aujourd'hui sans ce remembrement sur la ferme, parce qu'en fait il y avait une infinité de petites parcelles qui étaient pas du tout mécanisables. Nous on a replanté des haies en ligne, des endroits où ça ne gêne pas. On n'a pas du tout, on n'est pas revenu à un état initial de avant le remembrement. Donc voilà la moisson batteuse. Monter dedans. Hop, on va les sortir. Donc ça c'est à vous. C'est en Cuma. Pause lexique, une CUMA c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole, soit un groupe d'agriculteurs qui achètent en commun des machines et des outils. Ouais, c'est une moissonneuse batteuse qu'on a acheté à. On est 4 voilà, dans la Cuma à la partager parce qu'on n'a pas assez de surface de moisson pour amortir une moissonneuse batteuse. Et je vais la démarrer. Et on va la laisser un petit peu chauffer après avant de la bouger. Ah oui, fort. Fort, fort. Bon, donc là, fais attention parce que il y a 10 cm de chaque côté pour la porte. Donc, c'est pas évident. C'est un peu encombrant comme machine. Du coup, ça remet en perspective ce que tu me disais sur le remembrement et l'intérêt d'avoir des parcelles plus... Plus large. Là, c'est sûr que tu peux pas aller dans des petits bouts de jardin, quoi. Sachant que on pourrait avoir des moissonneuses batteuses un peu plus petites, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Ça se vend pas. Et c'est pas trop compliqué de s'organiser avec les autres collègues de la CUMA pour... Parce que le problème de ces tâches, c'est qu'elles arrivent en même temps pour tout le monde. Et bien ça va parce qu'on n'est pas très nombreux, on n'a pas beaucoup de surface, on s'entend bien. Et là c'est la première campagne qu'on fait tous les 4 ensemble. Et on a réussi à moissonner chez tout le monde sans souci. Non, c'est déjà beaucoup mieux en termes de réactivité et de service. C'est pour ça en fait qu'on a une moissonneuse batteuse. C'est pour avoir une moisson quand on veut, comme on veut. Et c'est lié au fait qu'on fasse des graines pour l'alimentation humaine. Et parce que Ben, c'est quoi la comme différence avec l'alimentation animale? on est beaucoup plus exigeant sur la qualité du battage, l'intégrité des grains, notamment un des écueils possibles de la moisson, c'est d'avoir des grains qui sont cassés lors du passage à la moissonneuse batteuse. Ça vient de le modèle de moissonneuse batteuse, le réglage. Donc le fait de maîtriser notre moisson, ça permet d'avoir une meilleure qualité de grains à la sortie. Et puis aussi de faire le bon jour au moment où c'est mûr et quand on dépend
d'entreprises qui font des battages, eux, ils ont 1000 hectares à faire. Ils ne peuvent pas être chez tout le monde le même jour. Donc forcément, ils sont obligés de prioriser, de faire dans l'ordre, comme ils peuvent. Donc voilà, c'est une tranquillité, ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité. Là, on va s'arrêter à la station-service. On va remettre un peu de gasoil. Donc on appelle ça du GNR, gasoil non routier. C'est du gasoil qui est fait pour les machines qui ne roulent pas sur la route. Avec sur une machine agricole. Tu la ramènes juste là-bas? Ouais. Je vais ouvrir un peu les capots pour pouvoir faire une inspection. Tu peux revenir voir à l'intérieur. Ah, il faut que je mette de la lumière. Je sors ma frontale parce qu'on voit rien. Donc là, on est où? On est rentré à l'arrière de la moissonneuse batteuse au niveau des grilles. Donc là, les grilles que tu vois, c'est des grilles réglables. Et quand je manipule ça, tu vois, ça fait changer l'inclinaison et donc ça fait changer un peu la taille du trou et surtout ça change l'orientation des vents, c'est-à-dire la soufflerie. Parce que c'est une machine qui trie beaucoup par soufflerie. Donc la plante rentre entière à l'avant de la machine dans ce qu'on appelle la coupe. La paille ressort à l'arrière de la machine. Et avant ça, l'objectif c'est de récupérer le maximum de graines. Voilà. Donc là, comme j'ai fait du battage la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps encore de faire l'inspection, la révision. Donc là, avant de redémarrer, je fais un tour de la machine, vérifier que tout soit en état. Parce qu'il y a quand même si c'est une machine simple, il y a plein d'organes en mouvement, des roulements, des courroies. Voilà, il faut vérifier que tout soit... C'est beaucoup de maintenance une moissonneuse batteuse. C'est quasiment sur l'année presque 1 heure de maintenance pour 1 heure au champ. Parce qu'il y a une petite maintenance tous les jours et des grosses maintenances l'hiver. Et donc au total, c'est quasiment autant que de temps de mécanique que de temps de battage. Parce que quand on est au champ, on a besoin que tout marche bien, parce que les pannes sont très embêtantes au champ, on n'a pas le temps. Souvent la météo, on est pris. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y passe pas mal de temps. C'est une tâche que t'aimes bien, toi, les moissons? J'aime bien, c'est satisfaisant c'est l'aboutissement du travail de l'année, de sortir les graines du champ, de les récupérer. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est assez complexe, qu'il y a plein de paramètres, que c'est assez engageant, quoi. Physiquement, mentalement, moralement, c'est pas le plus simple la moisson. Mais c'est intéressant. Puis c'est indispensable en fait, c'est une étape cruciale, quoi. Si on peut tout foutre en l'air parce qu'on n'a pas moissonné au bon moment, parce qu'on a mal moissonné. Bonjour. Simon. Simon que je n'ai pas vu. Mégane. Ça tombe bien. Moi je vais chercher la coupe et je te laisse avec Simon. Du coup, moi, c'est Simon, parce qu'on est 2 Simons à la ferme. Donc, j'ai dû embrasser une vocation anglaise. Et ça s'écrit SAI-MONE. Ça fait combien de temps que tu arrives à la ferme? En fait, j'ai découvert la ferme en 2020, en stage de césure, pendant le cours de mes études. Et je suis revenu pendant mes vacances en 2021. Je suis revenu pendant que j'étais censé rédiger mon mémoire en 2023. Et là, je suis revenu depuis maintenant 9 mois, 10 mois. Et donc cette fois vraiment à temps plein en CDI. Tu fais quoi ici à la ferme? Moi à la ferme je suis en binôme avec Benjamin, du coup sur les cochons. Et sinon je fais aussi pas mal de commercialisation, les marchés, tenir le magasin. Et tu faisais quoi avant? Enfin, tu as parlé de tes études, mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai été diplômé là en décembre 2024 d'un diplôme du coup d'ingénieur agronome. En fait j'ai fait un lycée agricole aussi avant ça. Un peu par hasard, mais je me suis retrouvé dans un lycée agricole où j'ai eu une option qui s'appelait écologie, agronomie et territoire. Et moi, c'était un peu mon pied d'entrée dans l'agriculture et c'est ce qui m'a fait dire à l'adolescence, avant le bac, de me dire ah oui, c'est avec les agriculteurs que j'ai envie de travailler. Au départ, je ne pensais pas vraiment être agriculteur. Et voilà, c'est chouette de pouvoir bosser avec des gens comme ça sur une ferme aussi diversifiée. C'était aussi pour moi une ferme idéale. Avoir une ferme vraiment diversifiée avec
toute cette complémentarité entre les ateliers. Ouais, je suis en route pour venir battre sarrasin. Je pars de la ferme là. Et du coup, là, on va sur une parcelle qui est où? Commune de Saint-Marcel. C'est en fait là, c'est des parcelles qui sont pas sur notre ferme. C'est des parcelles qui appartiennent à des voisins. C'est un arrangement qu'on a avec des voisins pour produire un peu plus de sarrasin parce qu'on est limité en surface sur la ferme par rapport aux besoins qu'on a de différentes cultures. Mais c'est pas très loin, hein. C'est la commune juste à côté, c'est à 5-6 km. C'est les parcelles les plus loin malgré tout de ce que vous avez? Ben oui, là c'est les parcelles les plus loin où on cultive des choses pour nous, quoi, parce que nos parcelles à nous sur la ferme c'est très groupé. Chez nous la parcelle la plus loin elle est plutôt à 2 km. Et c'est combien de jours de moisson par an généralement selon toutes les parcelles que vous avez et tout? Juste pour notre ferme à nous, au final c'est pas tant que ça, hein, parce on a 45 hectares, c'est 5-6 jours, 5 jours de moisson, parce qu'en fait on fait des journées pas complètes forcément, quoi. On fait des petites journées parce qu'on a une grande diversité de cultures. Donc on va un jour moissonner juste 2-3 hectares parce que c'est cette culture-là qu'on veut récolter ce jour-là, quoi. Et donc du coup c'est 45 hectares. De culture, hein, parce que la ferme fait 80 hectares de ce qu'on appelle SAU, surface agricole utile. C'est 80 hectares qui sont déclarés à la PAC pour avoir les aides de la PAC, c'est 80 hectares. Et sur ces 80 hectares, il y a une partie qui est en herbe pour les bovins, une partie qui est en herbe pour les cochons, une partie qui est en herbe pour les poules. Et ensuite, en gros, il reste 45 hectares pour vraiment faire des cultures, pour cultiver des graines. Là, je vais pas croiser là. Donc là on va s'arrêter. Bah, faut trouver une solution parce que on est déjà trop engagé, mais je vais réussir à me loger là, je pense. C'est pas facile de rouler avec une machine qui Comment fait 4 vous avez hectares, trouvé ça. la ferme de Trévaux? On a cherché d'abord pendant bien 1 an et demi une ferme en consultant les annonces de mise en vente de ferme via la chambre d'agriculture, via tout un tas d'associations, via des agences immobilières spécialisées. Voilà, on a un peu écueillé tout ça. On a fait pas mal de visites de ferme et on n'a pas trouvé de ferme qui nous convenait. Le constat c'était un peu que quand il y avait des annonces pour une ferme, souvent c'était une ferme qui n'était pas très intéressante, ou en tout cas qui avait des gros inconvénients. Sinon il n'y avait pas d'annonce. Ça partait avant. Que ça n'avait pas le temps, voilà, ça n'avait pas le temps de faire une annonce. Et donc on a mis nous-mêmes une annonce dans un magazine agricole en présentant le type de ferme qu'on cherchait. Et c'est comme ça que Bernard, qui était installé sur la ferme à Trévaux, nous a contactés, et c'est lui qui nous a contactés suite à notre annonce. Et il venait juste d'avoir l'intention de vendre sa ferme, de chercher des repreneurs. Donc c'est tombé bien, quoi. Et assez rapidement, on a visité. Donc ça c'était en juin 2017. On a visité, ça nous a convenu. On s'est mis d'accord avec lui sur une date, parce que lui il n'avait pas encore l'âge de la retraite. Donc juin 2017 c'était un peu trop pour lui la fin de l'année, et du coup on a convenu de fin 2018. Donc ça laissait 1 an et demi pour que lui prépare à la fin de sa carrière. Et nous, pour faire les démarches avec Terre de Liens. Parce qu'en fait, la ferme, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à une association qui s'appelle Terre de Liens, qui est une association qui a été créée par des citoyens pour, en gros, mettre leur épargne au service de l'agriculture paysanne et biologique, en constituant un fonds d'investissement, une foncière, qui réunit l'épargne de tous ces citoyens-là. Donc maintenant, c'est des milliers de gens qui ont permis d'acheter des fermes avec l'engagement de ne jamais revendre ces fermes. Nous, on connaissait déjà Terre de Liens et en fait, on adhère philosophiquement au projet Terre de Liens qui est de dire les terres agricoles sont un bien commun trop important pour être géré par des individus avec
avec une gestion capitalistique en fait, et ça doit appartenir à l'ensemble des citoyens qui bénéficient de la nourriture qui est produite par ces terres. Ça c'est un aspect, et l'autre aspect c'est que c'est trop lourd financièrement à porter par des agriculteurs. C'est-à-dire que si nous on avait dû acheter toutes les terres, tous les bâtiments agricoles, la maison d'habitation, faire les travaux pour rénover les bâtiments, faire les travaux pour rénover la maison, déjà on aurait difficilement pu convaincre la banque, ça représentait une somme bien trop importante. Là sur la ferme, les achats de terre, les achats de bâtiments, les achats de la maison d'habitation et les travaux, au bout de 5 ans c'était quasiment 1 million d'euros. Donc si on avait dû investir là-dedans, on n'aurait pas pu à côté investir dans tout le matériel dont on avait besoin. On n'aurait pas pu notamment modifier les productions de la ferme comme on l'a fait. Donc là j'ai dételé la remorque, on appelle ça le chariot de coupe, c'est là où la coupe est posée. Là, il faut que je fasse une manœuvre pour attraper la coupe sur le chariot. Donc là il n'y a pas beaucoup de place. Je trouve là un peu filet. C'est monté, voilà. C'est un petit coup de main. La coupe, elle fait, il y a 6,70 m de moisson, quoi, de vraiment utile. Du coup, au total, elle doit faire 7,20 m. Donc c'est un peu plus encombrant. Là, maintenant, il faut que je me refaufile, mais avec la coupe dans le champ. Une fois. Alors, hop, on est parti. Voilà, donc là l'objectif, c'est qu'avec la coupe, je ramasse le maximum de sarrasin. Donc là je suis en train de régler en permanence la hauteur, l'inclinaison de droite à gauche aussi, correction des verres. Et puis mes rabatteurs, je règle aussi leur hauteur, leur profondeur. Et voilà. Et donc là normalement si je retourne, il y a du grain qui commence à arriver vers nous. C'est un sarrasin particulier, c'est un sarrasin à gros grains, c'est des variétés qui viennent d'Europe de l'Est, pour faire du décortiquage et pour manger les grains entiers. C'est pas un sarrasin fait pour faire de la farine celui-là. C'est quoi le nom de la variété? Là on est sur Zita. Au niveau d'humidité on est tout juste, tu vois, c'est bien que le soleil se lève parce que ce que tu vois là devant, là, les enroulements sur la vis là, Ouais. c'est souvent lié à l'humidité. Ça arrive souvent en fin de journée quand la rosée tombe. Et là en fait je pense que le soleil s'est levé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de vent. Donc on est tout juste, mais en même temps on est obligé de commencer maintenant parce que sinon on n'arrivera pas à finir avant la rosée du soir. Les fenêtres météo sont assez courtes des jours comme aujourd'hui où il pleut pas, il fait beau, mais mine de rien ça a été brumeux tard. Donc là voilà, ça sèche pas très vite. Dans tous les cas la graine ne sera pas sèche évidemment. Le sarrasin c'est une graine qu'on va amener au séchoir. Donc là j'ai réservé une place dans un séchoir avant de moissonner. Parce que si tu le laisses Mais il va fermenter. En fait, le taux d'humidité est trop élevé et du coup il y a des bactéries qui vont se développer, ça va fermenter, ça va du coup encore plus augmenter la température, on dit que ça va chauffer et la qualité elle sera perdue, quoi. Il y a beaucoup de graines qui sortent. Il y a des graines là qui arrivent. C'est bon signe. Non mais il est assez beau, hein. On voit qu'il est bien arrivé à maturité, tu vois il est rouge, la plante est bien rouge. Ça c'est quand la plante est arrivée à maturité. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de grains, ça semble encourageant. Malheureusement, il faut quand même dire que la majorité des gaêtes qui sont consommées et fabriquées en Bretagne sont fabriquées à partir de sarrasins d'importation, chinois, ukrainiens ou d'autres régions de France. Mais la proportion qui est produite de sarrasin en Bretagne est très faible. Ça serait bien qu'on en fasse plus, mais il faudrait que ça soit mieux valorisé et c'est pas très bien valorisé en fait, ils trouvent du sarrasin moins cher ailleurs donc ils n'ont pas tellement intérêt à acheter du sarrasin breton très cher. On n'arrête pas de nous dire que d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Alors bon, ils ne prennent pas tous leur retraite à l'âge de la retraite, du coup ça fausse un peu les chiffres, mais ça va arriver à un moment donné.
il y a une pyramide des âges en agricole qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir besoin de beaucoup de nouveaux agriculteurs. Pour l'instant, les fermes s'agrandissent, mais jusqu'où ça va être possible de compenser de nouveaux agriculteurs en agrandissement des fermes. Si on regarde les modèles de grandes fermes dans d'autres pays, on peut se dire, oh bah oui, mais on peut avoir beaucoup moins d'agriculteurs en France, mais le problème c'est que la géographie n'est pas la même, l'urbanisme n'est pas le même, donc bon, il faut espérer que... Le problème c'est le manque d'attractivité du métier, hein. C'est le principal problème. Si c'était un métier qui était rémunérateur, voilà, qui proposait des conditions de travail et de rémunération décents, je pense qu'il y a plein de gens qui se lanceraient dans l'agriculture. Mais c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas rémunéré à juste valeur de notre travail quand on est agriculteur. C'est pas du tout raisonnable de faire ce métier. J'ai un diplôme d'ingénieur, c'est pas du tout rationnel de faire paysan quand je vois voilà, l'énergie que ça me demande, le temps que ça me demande, les capitaux, les risques que je prends d'investissement, enfin toutes les emmerdes que c'est ce métier-là par rapport à voilà, si j'avais continué un job d'ingénieur et la rémunération que j'en tire, c'est pas raisonnable du tout, c'est pas rationnel, c'est juste. Moi j'ai pas envie de faire un autre métier, ça me plaît comme métier, mais je trouve que c'est injuste quand même de se dire que parce que ça nous plaît, finalement on a une société qui se permet de pas rémunérer justement, de pas avoir une considération plus importante pour les gens qui les nourrissent, quoi. En fait on a déjà plein de difficultés inhérentes à notre métier, la météo, le vivant, les maladies des plantes, les maladies des animaux, et en plus on se rajoute tout un tas de problèmes liés à des choix de société, des problèmes administratifs, des problèmes financiers parce qu'en fait l'alimentation n'est pas vendue à son juste prix, donc il n'y a rien à faire. On a beau tout le temps nous demander d'être plus performant, mais à un moment donné on n'arrive pas à faire mieux, quoi. On a du mal à se rémunérer, on n'arrive pas à investir comme on devrait, on compense énormément, hein. Les agriculteurs, c'est fou quand même de voir le travail qu'ils fournissent pour la rémunération qu'ils ont. Alors il y a des exceptions, hein. Je ne dis pas que tous les agriculteurs ne vivent pas de leur métier. Il y a des agriculteurs qui vivent très bien leur métier. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ça ne soit pas la norme, quoi, et que ce ne soit pas tous les agriculteurs, et surtout les jeunes qui s'installent. Les jeunes qui s'installent, quand même, c'est très dur. Aujourd'hui, c'est courageux, hein, des jeunes qui s'installent en agricole. Il n'y en a pas pour qui c'est un long fleuve tranquille, quoi. Quels que soient les modèles, c'est dur. Il y a un truc qui me plaît pas. C'est pas une grosse panne qui me plaît. Sur ce boulon. Ouais. Il y en a deux comme ça et ils ont cassé. Donc on va aller voir. Du coup c'est pour ça que je n'arrivais pas à régler la machine. Tu vois cette grille là, elle est fixée dans le bout ici. Là. C'est là que ça a cassé? Ah oui. En fait il y a un boulon qui traverse ça et qui va chercher ce fer plat en dessous là. Tout ça est pris en sandwich. Et ça a cassé. Il y a un autre souci? En fait, du fait que c'est lâché, ça a fissuré là à un endroit. Ça a cassé la table là. Du coup, il faut qu'on ressoude. Mais le temps qu'on fasse tout ça, il y a des chances que ça soit trop tard pour aujourd'hui. Bon, on va se rapprocher de l'entrée du champ. Parce qu'il te restait une parcelle en plus de celle-ci, non? Ouais, mais du coup, on va pas essayer de faire ça aujourd'hui. Mais on a de la chance. On n'est pas pris par la météo. C'est déjà ça. Voilà. Bon. Le vegan en plus. Merci d'écouter Court Circuit. Rendez-vous en novembre pour le prochain épisode.